Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Ceci est la deuxième vidéo sur les sociétés d'exercice libéral, chapitre 17, puisque la première était consacrée à la définition de ces sociétés ainsi qu'à leur constitution et leur administration de façon générale. Donc cette deuxième vidéo est l'occasion de faire un point plus détaillé sur le fonctionnement des sociétés d'exercice libéral, direction, associés, conventions réglementées et régime de la cession des droits sociaux. Par ailleurs, nous ferons un point sur les sociétés de participation financière de profession libérale et sur les sociétés pluriprofessionnelles d'exercice. Concernant tout d'abord le fonctionnement des sociétés d'exercice libéral, premier point, la direction. Il faut savoir que tous les dirigeants de la société d'exercice libéral doivent être des professionnels associés exerçant au sein de la société. Cette règle vaut pour les gérants des SEL à responsabilité limitée, des SEL en commandite par action et des sociétés en participation d'exercice libéral. Ces règles valent également pour les membres du directoire, directeurs généraux délégués, membres du conseil de surveillance. Non, c'est tout. Donc, membres du directoire, directeurs généraux délégués de la SEL à forme anonyme, ainsi que pour les présidents et autres dirigeants des SEL par action simplifiée. Par ailleurs, en outre, dans les SEL à forme anonyme, cette obligation donc d'être un professionnel associé exerçant au sein de la société, petite pause familiale. Donc, en outre, cette règle concernant les dirigeants des SEL dans les sociétés d'exercice libéral à forme anonyme, cette obligation d'être un professionnel associé au sein de la société concerne au moins les 2/3, soit des membres du conseil d'administration de la SA moniste, soit des membres du conseil de surveillance de la SA dualiste. Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance peuvent cumuler leur mandat avec un contrat de travail. Donc voilà concernant la direction. Concernant maintenant les associés, les règles de la forme juridique adoptée vont s'appliquer, à l'exception, en raison du fort intuitu personae de la SEL, de 2 points qui concernent d'une part les comptes courants d'associés et d'autre part certaines clauses statutaires. Pour ce qui est des comptes courants d'associés, en effet, leur montant ne peut pas dépasser une certaine somme qui est pour chaque associé exerçant la profession au sein de la société de 3 fois le montant de leur participation au capital. Pour ce qui est des autres associés n'exerçant pas leur profession au sein de la société, il est donc de 1 fois maximum le montant de leur participation au capital, sauf clause statutaire contraire. Le remboursement du compte courant nécessite une notification à la société avec le respect d'un préavis de 6 mois pour l'associé en exercice ou 1 an pour un autre associé. Prenons un exemple. Dans une SEL à forme anonyme de vétérinaire au capital de 13 000 €, il y a 3 associés. 2 praticiens détiennent l'un 55% du capital, appelons-le P1, praticien 1, l'autre 25% du capital, P2. L'associé non professionnel possède, conformément au décret régissant la SEL à forme anonyme de vétérinaire, au plus 25% du capital et des droits de vote, soit, dans notre cas, 20% seulement. Nous l'appellerons NP pour non professionnel. On est donc bien en dessous des 25%. Le montant maximum des comptes courants d'associés sera, dans ce cas, pour P1, de 3 fois 13 000 le capital, fois 55% sa participation, soit 21 450 €, remboursable avec un préavis minimum de 6 mois. Pour P2, 3 fois 13 000 fois 25%, soit 9 750 €, remboursable avec le même préavis de remboursement.
Et pour le non-professionnel NP, montant maximal des comptes courants, 13 000 fois 20%, 2 600 €, remboursable avec un préavis minimum de 12 mois. Voilà ce qui concerne les comptes courants d'associés. Deuxième point spécifique qui n'est pas, qui ne relève pas de chaque forme juridique, il s'agit de certaines clauses statutaires. En effet, on peut insérer une clause d'exclusion d'un associé sous réserve de respecter les garanties morales, procédurales et patrimoniales qui lui sont accordées. Nous avons donc pour l'instant fait un point sur la direction de la SEL, sur ses associés. Troisième point de fonctionnement des SEL, les conventions réglementées. Toute convention conclue entre la SEL et l'un de ses associés, ou bien entre la SEL et une autre société, qui toutes deux ont des dirigeants communs, est une convention réglementée. Si cette convention réglementée porte sur les conditions d'exercice de la profession des associés, alors seuls les professionnels exerçant au sein de la société peuvent prendre part aux délibérations des assemblées ou des conseils relatives à l'approbation, à l'autorisation ratification des dites conventions. Si toutefois la convention n'a pas de rapport avec les conditions d'exercice de la profession, alors elle doit être autorisée et approuvée dans les conditions de droit commun, comme dans les sociétés commerciales correspondantes. Exemple, dans une SEL d'avocats, la convention par laquelle l'épouse d'un des avocats associés, avocate elle-même, va participer contre rétrocession d'honoraires à l'organisation des exigences des permanences pénales imposées par le bâtonnier de l'ordre, en remplacement de son mari, doit être approuvée par les seuls avocats exerçant l'activité dans la SEL. Cette convention concerne en effet les conditions d'exercice de la profession d'avocat. En revanche, à l'inverse, une convention concernant par exemple la location d'un local à usage d'archives appartenant à un associé sera approuvée en sollicitant l'intégralité des associés, cette convention ne mettant pas en cause les conditions d'exercice de la profession d'avocat. Quatrième et dernier point sur le fonctionnement des sociétés d'exercice libéral, le régime de la cession des droits sociaux. Les parts ou actions de la société d'exercice libéral peuvent être cédées dans les conditions suivantes. Dans la SEL à responsabilité limitée, agrément des 3/4 des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société si le cessionnaire est un tiers ou si les statuts prévoient une clause d'agrément. Dans la SEL à forme anonyme, l'agrément peut être donné au choix soit par 2/3 des actionnaires exerçant dans la société, soit par 2/3 des membres du conseil d'administration de surveillance exerçant dans la société. Dans la SEL en commandite par action, l'agrément est donné aux 2/3 des commandités en général. Dans la SEL par action simplifiée, l'agrément est donné par les 2/3 des associés exerçant dans la société. Et dans la société en participation d'exercice libéral, là c'est l'agrément est donné à l'unanimité des associés. Voilà pour ce qui concerne le fonctionnement des SEL. Maintenant, il y a deux formes de sociétés particulières, l'une qui rentre dans le cas des sociétés d'exercice libéral et l'autre qui concerne le cas où l'on a plusieurs professions libérales en exercice dans une même structure. Donc tout d'abord les SPFPL, Sociétés de participation financière de profession libérale. Leur objet est la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral exerçant une même profession libérale réglementée. Il peut s'agir de SARL, de sociétés anonymes, de sociétés par action simplifiée ou de sociétés en commandite par action. Concernant leur capital, les titres sont nominatifs. La majorité du capital et des droits de vote
doit être entre les mains des personnes exerçant la profession. Depuis la loi du 28 mars 2011 et le décret correspondant du 19 mars 2014, les SPFPL peuvent également détenir des parts ou actions de sociétés ayant pour objet l'exercice de deux ou plusieurs professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d'expert comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle, ainsi que des participations dans tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de l'une de ces professions. Dernier point, et non des moindres de cette vidéo, les sociétés pluriprofessionnelles d'exercice qui concernent les professions libérales, mais ne sont pas des SEL, ne sont pas des sociétés d'exercice libéral. En effet, certaines professions réglementées peuvent exercer ensemble au sein de sociétés de droit commun dites sociétés pluriprofessionnelles d'exercice, SPE. La SPE est composée de 2 à 9 des professions suivantes. Avocat, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice, notaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, conseil en propriété industrielle, expert comptable, mais pas commissaire aux comptes. La totalité du capital et des droits de vote dans ces sociétés doit être détenue directement ou indirectement par des personnes exerçant l'une des professions énoncées. Ne vous mélangez pas les pinceaux entre les différentes formes juridiques et les différentes professions. Toute forme sociale est possible pour les SPE, sauf celle qui confère aux associés la qualité de commerçant. Ce peut donc être une société civile, une SARL, une SA, une SCA ou une SAS par exemple. Contrairement aux sociétés d'exercice libéral, aucune limitation de détention de capital ou règle de contrôle n'est prévue pour préserver l'indépendance d'une profession par rapport à une autre. La SPE ne peut exercer les actes d'une des professions réglementées que si l'un des associés de la société est membre de cette profession et qu'il est présent au capital, et ce, quel que soit son pourcentage de participation. Si l'associé en question est une personne morale, attention, 100% de son capital doit être détenu par des professionnels libéraux. Quant à la gouvernance, la SPE doit comprendre parmi ses associés au moins un membre de chacune des professions qu'il exerce. Enfin, la responsabilité financière des associés d'une SPE. Chaque associé est responsable indéfiniment sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit, et la société est solidairement responsable avec lui. Pour les autres actes, comme dans la SEL ici, la responsabilité des associés varie selon la forme juridique retenue. L'un des grands intérêts de la SPE, en conclusion, concerne la SPE et sa clientèle. En effet, la relation contractuelle entre la société et son client reste encadrée. La SPE va informer le client qui envisage de contracter avec elle de l'ensemble des prestations qui peuvent lui être fournies par les différentes professions qu'elle exerce et de la possibilité dont il dispose de s'adresser à l'une ou plusieurs de ces professions pour les prestations qu'elles offrent. Le client désigne ainsi les professionnels exerçant au sein de la société auxquels il entend confier ses intérêts. Je vous remercie.